La nouvelle invitée de Parlons Placement, c'est Ariane Doutet. Bonjour Ariane Doutet. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice commerciale et marketing chez Entrepreneur Invest et ensemble nous allons parler de l'intérêt de la dette privée. Alors parmi tous les placements qui existent pour les épargnants, la dette privée est peut-être pas le plus connu, même si une fois qu'il est expliqué, on identifie exactement le mécanisme. Comment est-ce qu'on pourrait définir la dette privée, Ariane Doutet ? Eh bien, assez facilement, on parle beaucoup de non-cotés. Bien sûr. Donc le non-coté, c'est l'intégralité des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Bien sûr, donc ouais. c'est juste 95% de l'économie réelle. Quand vous avez une entreprise qui est non cotée, vous pouvez être actionnaire de cette entreprise, auquel cas on parle d'actions non cotées et de private equity quand on veut faire anglo-saxon. Ou alors on peut être prêteur obligataire. Et dans ces cas-là, on va parler de private debt, dette privée. Donc la dette privée, c'est le fait de prêter à des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Exactement. Quand on veut faire du private equity ou du capital investissement, en fait, on peut le faire de deux manières, investissement en capital ou dette. Et là, on va parler aujourd'hui de dette. Tout à fait. Et alors, quel est l'intérêt pour des investisseurs de s'intéresser à la dette privée, Ariane Doutet ? Alors, ça dépend vis-à-vis de quoi. Tout d'abord, est-ce que ça peut être vis-à-vis, je peux faire le choix d'être prêteur plutôt d'être actionnaire. Bien sûr. L'intérêt d'être prêteur, c'est que vous avez une logique contractuelle. Vous prêtez de l'argent à une entreprise, un petit peu comme le ferait une banque. Elle vous s'engage à verser des intérêts et à rembourser le nominal à une date prévue. Donc, vous avez la certitude de savoir combien ça va vous rapporter et quand est-ce que vous sortirez. La seule inquiétude, c'est l'entreprise fait faillite. Bien Donc sûr, vous n'êtes pas indexé aux marges, vous n'êtes pas indexé à l'économie ou je ne sais quoi, c'est contractuel. Donc ça, par rapport à une action, c'est quand même beaucoup plus confortable. Par rapport à une obligation cotée, oui, bien sûr. l'énorme différence, c'est le risque de taux. En fait, dans tous les cas, vous prêtez à une entreprise et la seule chose qu'il ne faut pas avoir, c'est un défaut, c'est-à-dire une entreprise qui fait faillite et qui ne vous rembourse pas. Vous pouvez avoir le même degré de risque que vous soyez coté ou non coté, puisque vous avez des entreprises de toute taille et donc potentiellement de même taille. Leroy Merlin, Castorama, vous en avez une qui est cotée, l'autre qui ne l'est pas. Et vous avez le même risque, a priori. Mais quand vous êtes avec une obligation cotée, vous allez devoir faire ce qu'on appelle du mark-to-market. Vous allez devoir en permanence vous demander, est-ce que cette obligation que j'ai achetée, j'ai bien fait de l'acheter ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je l'échange contre Quelle est la autre valorisation de mon obligation puisqu'elle est valorisée en temps réel peut-être pas, mais régulièrement. Si. Et du coup, si vous avez la même entreprise qui a mis une autre obligation un an plus tard avec un taux plus élevé, comme on le voit aujourd'hui avec la hausse des taux, vous regrettez d'avoir acheté l'obligation. Et vous êtes prêt à la vendre moins cher que sa valeur nominale. Et c'est pour ça qu'on dit hausse des taux, baisse de valo. Quand vous êtes sur le non-coté, vous allez garder le titre jusqu'au bout, on parle de portage, mais du coup, vous n'allez pas avoir besoin de faire cette mécanique. Donc même en cas de hausse des taux, votre obligation, elle va être valorisée, les flux futurs attendus. D'accord, donc c'est beaucoup moins volatile. C'est un engagement qui est pris à un instant T, un contrat qui est réalisé effectivement entre le prêteur et l'entreprise. Alors évidemment, il y a des intermédiaires et ce contrat est respecté jusqu'au bout, s'il n'y a pas de défaut de l'émetteur. D'accord. Et alors justement sur la partie risque, peut-être parce qu'il y a forcément du rendement et du risque, on peut peut-être commencer par le risque puisqu'on parle de défaut de l'émetteur, puis ensuite on ira sur le rendement. Comment est-ce qu'on sait qu'on va prêter à une entreprise qui existe toujours dans 2, 5, 10 ans ? Alors, contrairement au côté, vous n'avez pas ces principes des notations. Donc, vous n'avez pas du triple A, du triple B et ainsi de suite. Pour autant, comme vous disiez, il va y avoir des intermédiaires. Donc, c'est des sociétés de gestion qui vont faire ce travail d'analyste et qui, par contre, vont être au plus près de l'entreprise. Elles ne vont pas lire de la paperasse, elles vont rencontrer les dirigeants, ouvrir les moteurs, regarder les stocks et se faire un avis. Donc vous allez avoir de la même manière des entreprises qui vont être considérées comme plus ou moins risquées. D'accord. La grosse différence, c'est que dans le non-coté, vous manquez de capitaux. On prête finalement assez peu. Ce qui fait qu'on ne va pas demander un taux plus élevé pour des entreprises sous prétexte qu'elles sont plus risquées. On va tout simplement pas prêter à ces entreprises. Donc si on regarde sur les 10 dernières années sur l'Observatoire des entreprises, le taux de défaut historique dans le non-coté, il est inférieur à ce qu'on trouve sur du cross ou du petit high yield dans le côté. Le taux de défaut reste très bas en moyenne en France. Les entreprises sont très peu endettées. Et alors justement sur ces entreprises, est-ce que, on parlait tout à l'heure de private equity, est-ce qu'on prête au même... Enfin, est-ce que sur une même entreprise, on peut choisir de faire du capital ou de la dette, ou il y a une typologie d'entreprise pour laquelle on va plus aller vers du capital et une typologie d'entreprise sur laquelle on va plus aller vers de la dette ?
Alors, vous pouvez avoir des entreprises qui font les deux. Les grosses entreprises ont en général un mixte de différents financements, mais vous avez quand même une typologie un petit peu marquée. C'est-à-dire que quand vous êtes actionnaire, vous diluez votre capital, vous partagez la plus-value future. Bien sûr, oui. Donc c'est presque un chèque en blanc. Vous ne savez pas combien ça rapportera plus tard. Quand vous êtes sur une logique obligataire, vous avez un coût qui est certain, qui est le coût des coupons, mais ça sera seulement ça. Donc plus vous êtes sur des entreprises qui sont matures, qui sont rentables, qui ont la capacité à payer le coupon, mais qui veulent garder la main sur la plus-value future, plus elles vont être demandeurs d'obligations. Donc le fait d'être en obligataire, ça vous oriente assez naturellement sur des entreprises matures. Alors que sur le capital, on aura les deux. Un mot sur le rendement peut-être sur la dette privée. Alors on se doute bien que ça dépend de la typologie de l'entreprise ou autre, mais on peut aller chercher quel type de rendement quand on parle de dette privée? Alors ça dépend effectivement de la typologie de l'entreprise. Plus elles sont grosses, moins elles vont payer cher puisqu'elles sont considérées comme a priori moins risquées. Pour autant, il y a toujours ce qu'on appelle la prime d'illiquidité. D'accord. Oui, parce que c'est un placement qui n'est pas liquide. On prête sur un instant, à un instant T et jusqu'à la fin de l'échéance de prêt, l'argent est immobilisé. Exactement. En fait, vous renoncez quelque part au service de la bourse qui pourrait vous permettre de faire des allers-retours. Il arrive que des entreprises fassent les deux en même temps. Moi, je l'ai vécu en tant qu'actionnaire. On avait une société qui était cotée sur notre Ternex, qui a fait une émission obligataire et qui, dans le même temps, nous a proposé de prendre une obligation privée. D'accord. On n'a aucune raison de la prendre au même prix si on n'a pas le service de la bourse. Donc, on demande en général à peu près 5% de prime d'illiquidité. Donc, à risque égal, une dette privée doit rapporter 5% à peu près de plus que le même degré de risque. En lien avec son illiquidité. Exactement. Je vous propose, Ariane Douté, de regarder une des deux slides que vous avez apportées également. On parlait donc de la faible volatilité, par exemple, qu'on peut voir sur la dette privée. Alors, ça s'illustre avec un graphique où c'est assez clair. Alors, ce que j'ai amené là, c'est un de nos fonds. Alors, c'est pas le meilleur. C'est pas le plus vieux ni le plus récent. J'ai pris un fonds qui avait 3 ans. L'intérêt étant de montrer une période où on a connu effectivement des taux négatifs et puis une grosse envolée des taux. Un produit obligataire normal devrait avoir connu une grosse baisse et éventuellement un léger rebond aujourd'hui. C'est effectivement pas ce qu'on voit. Absolument pas ce qu'on voit, puisque nous, on est sur un portefeuille qui au départ est un peu lent car a du cash et qui progressivement s'investit et qui ensuite atteint son rythme de croisière et qui a un rythme de croisière qui est très linéaire puisqu'on n'a pas eu de défaut, donc on n'a pas de provision à passer, donc le taux d'intérêt servi ne change pas tout du long. Et donc normalement, dans 2 ou 3 ans, on continuera à avoir le même graphique, simplement un peu plus haut, un peu plus long. Voilà. Et alors, deuxième graphique que vous nous avez, deuxième slide en tout cas que vous nous avez apporté. Alors là, on parle de garantie partielle en capital. On disait tout à l'heure qu'il y avait un risque de défaut aussi, un risque de défaut si l'entreprise fait faillite. On perd le capital prêté à l'entreprise, Ariane. Tout à fait. Alors, c'est le principe de base d'un contrat obligataire. Alors là, pour le coup, c'est vraiment spécifique chez nous, Entrepreneur Invest. On a été les premiers à lancer des fonds obligataires privés à destination d'une clientèle patrimoniale et on s'est dit qu'il fallait rassurer sur ce risque de défaut et qu'on pouvait sortir tous les stades de la Terre, on aurait toujours en face de nous des personnes qui nous diraient non coté égale risque. Donc on a décidé de prendre une assurance et en fait on a pris une assurance au départ avec la BPI, puis on a rajouté la BEI, donc la Banque Européenne d'Investissement, qui est vraiment l'équivalent au niveau européen, et on leur a demandé de nous couvrir chacune des lignes obligataires. Et donc si au final on a des lignes qui font défaut, on a une garantie qui va suppléer au problème et qui va rembourser minimum 50% de la perte. Et auquel cas on se retrouve avec des produits qui encaissent le coupon, encaissent la prime d'illiquidité et vont chercher du coup une performance plutôt sympathique, mais sont déséquilibrés parce que en cas de risque, en cas de vrai problème avéré, on ne va pas être si impacté ça parce qu'on a la garantie qui sera activée. Dernière question, de manière un peu plus générale, Ariane Douté, c'est vrai que le non-coté, le private equity, on en entend de plus en plus parler vis-à-vis des épargnants particuliers, puisqu'il y a une volonté de démocratiser ces investissements, et en plus de ça, certains gestionnaires de patrimoine qui, voyant les rendements proposés, proposent de plus en plus à leurs clients aussi. La dette privée, ça suit le même chemin ou ça nécessite encore d'être défriché, démocratisé pour un certain nombre d'épargnants ?
Alors, la dette privée reste beaucoup plus mesurée en termes de volume. Et dans la dette privée, vous avez plein de catégories différentes. Vous avez les fonds de dette traditionnels qui sont des produits distribuants, donc qui sont quand même plus adaptés à de la personne morale ou à de l'institutionnel qui ne cherche pas forcément des grosses rentabilités mais qui veut du cash de manière régulière. Et puis, vous avez les fonds de dette hybrides, obligations convertibles ou OPSA, qui vont être capitalisants et qui là vont aller chercher une perf un peu plus sympathique. Donc ça reste beaucoup plus faible. Pour autant, je trouve ça dommage, puisqu'on est sur des produits qui mécaniquement sont plus courts et moins risqués que les produits actions, ce qui fait que ça me semble beaucoup plus adapté à la clientèle patrimoniale. Merci beaucoup Ariane Doutet de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice commerciale et marketing chez Entrepreneur Invest. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve dans la dernière partie de Parlons Placement.